Et Matthias Fekl est ce soir le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Commençons, si vous le voulez bien, par la dette grecque, avec ces négociations qui n'en finissent plus. Il y aura ce référendum dimanche. Hier, pourtant, un accord semble être encore possible entre la Grèce et ses créanciers, notamment la zone euro. Aujourd'hui, le contact semble rompu. À qui la faute ? Je crois qu'il ne faut pas rechercher des fautes. Il y a une situation qui est très dure pour la Grèce, pour le peuple grec et pour l'Europe. Parce que ce qui est en jeu, c'est aussi l'avenir d'un pays au sein de la zone euro, c'est la stabilité de l'Europe. Parce que comme vous le savez, la Grèce, c'est le lien avec la Turquie, c'est aussi l'ouverture vers l'Orient et c'est un enjeu économique très important. C'est un enjeu démocratique puisque le peuple grec sera amené à trancher et c'est aussi un enjeu géopolitique et géostratégique pour l'Europe. Et donc, ce qui va se jouer dans les prochains jours est très important, très grave pour l'Europe comme pour la Grèce. Mais très franchement, il ne s'agit pas de trouver qui est le fautif, mais il y a quand même un malaise. On sent que, quoi qu'on pense du chef du gouvernement grec et d'Alexis Tsipras, des propositions de dernière minute ont été faites, notamment augmenter la TVA sur le secteur touristique, par exemple. Comment expliquer que les deux camps n'aient pas réussi à trouver une issue ? La France a jusqu'au bout œuvrer pour que les négociations continuent, pour qu'il y ait des contacts et que les choses puissent avancer. Mais vous savez, la situation, ça fait des années qu'elle est dure en Grèce. Il y a des gouvernements successifs qui n'ont certainement pas pris les mesures nécessaires, y compris pour rebâtir un vrai État avec ce que ça signifie en termes de fiscalité, en termes de cadastre. Et au final, ceux qui aujourd'hui sont dans la difficulté, c'est d'abord le peuple grec qui depuis des années est soumis à des décisions et à un traitement très rude. Donc il faut prendre cela en compte, il faut que chacun prenne ses responsabilités et il faut aussi qu'on en déduise tous que l'Europe ne peut pas avancer contre les peuples et sans les peuples. Mais vous dites, Matthias Fekl, que la France a tout fait justement pour aboutir à un accord. Est-ce à dire du coup que le gouvernement français est quelque part impuissant face à notamment l'Allemagne ? Parce qu'au fond, disons-le, c'est quand même la chancelière allemande Angela Merkel qui mène la danse au sein de l'Eurogroupe. Non, je ne crois pas. L'Europe, elle avance quand la France et l'Allemagne avancent ensemble, font des propositions ensemble et réussissent à rallier et à convaincre les Européens d'avancer. Il y a le camp, Matthias Fekl, ce n'est pas le cas aujourd'hui, semble-t-il. Manuel Valls s'est obligé encore il y a quelques minutes de dire précisément, il dément formellement toute prise de distance entre Paris et Berlin. Il y a une volonté. Il y a dans le gouvernement allemand des voix différentes qui s'expriment. Il y a une volonté commune des deux pays pour avancer. Je veux dire, personne souhaite la sortie de la Grèce hors de la zone euro. Ouais. Le président de la République, encore une fois, jusqu'au bout, s'est exprimé de manière on ne peut plus claire, et dans les réunions et dans les comptes rendus qu'il en a fait publiquement. En Afrique également, lors de sa absolument, tournée. Et il suit cette situation de très près, et il a raison. Il faut que la Grèce puisse avancer avec nous, avec l'Europe, au cœur de l'Europe et au cœur de la zone euro, parce que, très sincèrement, les enjeux sont trop graves pour qu'on puisse, comme ça, décider de mettre de côté un peuple qui a sa place dans la zone euro et qui a sa place dans l'Europe. Alors, dans ce marasme économique européen, Matthias Fekl, les commandes venues de l'étranger apparaissent comme des dons du ciel, si je puis dire, pour la France. Pas plus tard qu'hier, on a vu des pays comme la Chine commander 75 Airbus A330. C'est une nouvelle stratégie, après notamment aussi les pays du Golfe comme le Qatar qui ont investi massivement en France. Nous étions avec le Premier ministre chinois hier à Marseille, avec Laurent Fabius. Il est aujourd'hui à Toulouse. Il a rencontré le président de la République, le Premier ministre. Il y a des échanges extrêmement intenses. Et il y a bien sûr des contrats très importants qui ont été signés. C'est vrai pour les Airbus, c'est vrai pour le transport maritime avec CMA, CGM. C'est vrai dans bien d'autres domaines, les énergies, la ville durable. Vous savez que Martine Aubry est très impliquée là-dessus. C'est vrai aussi pour des PME. Parce que derrière tous ces contrats, c'est des dizaines, des centaines de PME qui travaillent. J'ai eu l'occasion d'accompagner une délégation de PME avec Jean-Pierre Raffarin en Chine à la fin de l'année dernière. Donc les relations sont extrêmement étroites et d'une manière plus générale, le secteur aéronautique, vous le savez, est un des secteurs excédentaires dans notre commerce extérieur. C'est notre premier excédent commercial et Airbus y contribue très largement avec toutes les PME qu'il y a derrière. C'est une très bonne nouvelle, évidemment. Et à chaque fois qu'un pays choisit Airbus, c'est vrai en Chine aujourd'hui de manière massive, c'est vrai au Vietnam,
où nous avons récemment, lors de mon déplacement, signé des garanties financières. À chaque fois, c'est une très bonne nouvelle pour notre économie, pour l'emploi et pour la vitalité de ce secteur, qui est un secteur magnifique, un secteur d'avenir. Mais est-ce que la contrepartie n'est pas, Matthias Fekl, de donner l'impression que l'on brade la France à des investisseurs étrangers? Et en quoi est-ce que quand on vend des Airbus, on brade la France? C'est de l'excellence européenne, l'excellence franco-allemande d'ailleurs, puisqu'Airbus est d'abord un projet franco-allemand. Et vous savez, nous, on souhaite qu'il puisse y avoir plus d'investissements chinois en France, parce que ça contribue aussi à confirmer l'attractivité de notre pays. Vous dites en quoi ça ne brade pas, mais il y a eu aussi le produisant français. On avait vu Arnaud Montebourg, ancien ministre notamment de l'Industrie. L'aéroport de Toulouse serait en passe d'être lui-même sous, on va dire, acquisition chinoise. Ça peut poser aussi des questions. Il y a 4 fois plus, même plus de 4 fois plus d'investissements français en Chine, 18 milliards d'euros, que d'investissements chinois en France, un peu plus de 4 milliards d'euros. Et donc nous, on souhaite développer les investissements en Chine. Le Premier ministre a eu l'occasion de le dire lors de son déplacement au mois de janvier. Les investissements chinois en France sont les bienvenus. Les investisseurs chinois en France sont les bienvenus, tout comme les touristes sont les bienvenus ici. Il y a une politique de visa qui a été mise en place par Laurent Fabius l'an dernier, avec des visas touristiques qui sont maintenant délivrés en 48 heures. Ça a contribué à augmenter le nombre de touristes ici. Et donc, encore une fois, tout cela, c'est positif pour la France, positif pour notre économie et positif au final pour l'emploi. Il y a aussi quelque chose de fascinant dans les relations entre la Chine et la France, Matthias Fekl, c'est ce partenariat qui est en train d'être scellé entre les deux pays pour une alliance, si l'on peut dire, pour conquérir des marchés en Afrique, notamment, pas seulement, mais notamment. Qu'en est-il sur cet accord qualifié, il me semble, par le Premier ministre français lui-même, Manuel Valls, d'accord historique? C'est quoi au juste? C'est très important. Ça permet aux deux pays ensemble d'identifier des projets. Et la France a une connaissance très fine de l'Afrique et des relations extrêmement denses. Et la Chine souhaite investir. Donc les deux pays se mettent ensemble. C'est positif pour les investissements de nos deux pays et ça doit être positif pour l'Afrique en permettant justement que des entreprises puissent être accompagnées, puissent être aidées et puissent avoir des flux d'investissement qui y arrivent. Et on travaille ainsi avec la Chine, on travaille aussi avec d'autres pays. Le savoir-faire et l'expertise français sont ainsi partagés et en contrepartie, il y a des investissements dont nous bénéficions aussi. Alors une question maintenant qui intéressera, à n'en pas douter, particulièrement nos téléspectateurs québécois. Un traité de libre-échange n'ont pas été signé, mais en tous les cas, les négociations ont fini par aboutir. C'était il y a 2 ans, ce n'est pas encore ratifié. Traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, il semble que ce soit compliqué. La France notamment et l'Allemagne veulent revoir les choses. Et vous-même en particulier, vous êtes monté au créneau sur ce dossier, il me semble, puisque c'est votre domaine, bien évidemment. Pourquoi vous êtes contre notamment un article en particulier? Nous sommes favorables à cet accord. La France a été parmi ceux qui ont été à l'initiative, avec le Canada qui est un grand pays ami et un grand partenaire de la France. Et nous considérons au fond que c'est un très bon accord de par les échanges qu'il pourra y avoir, la commande publique qui sera accessible pour les entreprises européennes, les indications géographiques que les Canadiens ont reconnues de manière très importante. Vous savez qu'avec Stéphane Le Foll, nous menons une diplomatie des terroirs pour défendre les indications géographiques. Donc tout cela est positif. Mais il y a un point sur lequel il y a aujourd'hui des problèmes, non pas avec le Canada, mais un problème de principe, c'est l'arbitrage. Et vous le savez, il y a une dérive dans ce monde de l'arbitrage au cours des dernières années. Qu'est-ce que vous appelez l'arbitrage? L'arbitrage, c'est ce qui permet le règlement de différends entre des investisseurs et des États. Et quand il s'agit... Des multinationales? Alors, traditionnellement, il s'agissait de défendre des entreprises contre des décisions arbitraires, des expropriations, des pillages de brevets, etc. Donc une perte de souveraineté pour les États, c'est ça? Non, aujourd'hui, l'arbitrage permet à des grands groupes d'attaquer non plus des décisions injustes, comme des pillages de brevets, mais des choix de politique publique. Un choix de politique énergétique. L'Allemagne qui veut sortir du nucléaire qui est attaquée. L'Australie qui veut mettre en place une politique de santé avec le paquet de cigarettes anonymes qui est attaqué par un grand cigarettier. C'est inacceptable. Il est inacceptable que des contribuables soient amenés à payer, à être condamnés à des milliards d'euros de condamnation pour des choix qu'ils ont faits en tant que citoyens. D'où une nécessité d'inventer de nouvelles modalités de règlement, à la fois pour être en phase avec le commerce d'aujourd'hui, mais de favoriser un retour de la puissance publique. Depuis 30 ans,
les outils dont dispose la puissance publique ont été les uns après les autres détricotés. Au fond, ça a conduit aux crises, ça a conduit à la situation dans laquelle on est. Et sur ce point, vous êtes entièrement d'accord avec Alexis Tsipras. Au fond, on a le sentiment que beaucoup n'osent pas l'avouer. Réciproquement, au risque d'être immodeste, c'est la France qui a fait des propositions. La première sur ce sujet, qui a fait, moi j'ai avancé avec les Allemands là-dessus, et nous avons fait des propositions extrêmement offensives et précises pour que les choix de politique publique ne puissent plus être attaqués, pour que les services publics soient respectés, pour que des entreprises qui abusent soient lourdement sanctionnées. Et tant mieux si d'autres États européens et d'autres dirigeants européens se retrouvent dans les propositions de la France que j'ai portées. Alors la langue est un voyage, on le sait, Mathias Fekl, 125 millions de personnes apprennent aujourd'hui le français à travers le monde, notamment via TV5 Monde. Les séjours linguistiques sont âprement parlés en grande pompe. Combien ça pèse d'ailleurs? Il y a beaucoup de nuitées, paraît-il, en France pour apprendre le français. Oui, c'est des millions et des millions de nuitées. Il y a 125 millions de personnes qui apprennent le français dans le monde. Donc plus d'1 million dans nos alliances françaises, nos instituts et les différents aspects du réseau. Et vous y contribuez très fortement en assurant la francophonie dans le monde audiovisuel. Le chiffre d'affaires, on évoque plus de 100 millions, 115 millions d'euros. On considère que c'est environ 115 millions d'euros, mais c'est ce qu'on appelle un tourisme de niche, très précis, mais où on peut faire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc on a travaillé avec Campus France, qui est l'opérateur, et le Quai d'Orsay, la diplomatie économique française est mobilisée pour ça, pour développer les choses. On va lancer à la fin de l'année une application qui s'appelle Immersion France, qui rendra disponible de manière très simple à la fois les informations, où aller s'inscrire, comment apprendre. Il y a des portails Internet qui sont en train d'être mis en place. On souhaite valoriser ça. Ça veut dire une politique de visa, attirer davantage de touristes, personnes, de travailleurs aussi. Oui, de touristes, mais de gens qui veulent venir apprendre le français. Séjour linguistique, une fois que vous parlez la langue, et ça crée des liens indéfectibles avec le pays. C'est un enjeu de rayonnement pour la France. C'est un enjeu de présence. Et vous savez, la France, elle est elle-même quand elle va au-delà d'elle-même. La France ne s'arrête pas à ses frontières. La langue française ne s'arrête pas aux frontières hexagonales. Et c'est ça la France dans le monde. C'est pour ça qu'elle est aimée, que souvent elle est attendue. Et donc tout ce qui peut contribuer au rayonnement de la francophonie, à la diversité linguistique dans le monde, sera soutenu par le gouvernement. Merci beaucoup Mathias Fekl d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État français en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci à vous. Merci à vous.